Alors bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, mais bien sûr tout d'abord j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien dans votre vie, la santé, tout ça. Aujourd'hui je fais une vidéo que ça fait un certain temps que j'avais envie de tourner, mais j'ai pris un peu de temps parce que c'est un sujet complexe à aborder. Vous allez le voir pour différentes raisons, je vais en parler. Et donc aujourd'hui le sujet c'est sur l'autisme. Et bien sûr, je vais l'aborder à travers le prisme bien du masculin et du féminin, et en particulier bien du masculin dans cette vidéo. Et pourquoi? Bien parce que je l'aborde comme ça, puisque si vous ne me connaissez pas, eh bien je suis auteur d'un livre, voilà, qui est sorti aux éditions Le Lys Bleu et qui s'appelle Comprendre la dualité du masculin et du féminin. Donc voilà, c'est pas comme si j'avais créé ma propre théorie sur le sujet, c'est pas vrai. Moi, je me suis servi, de base théorique, de base, si je puis dire, intellectuelle, pour, expliquer en quoi consiste, d'après moi, le masculin et le féminin. Et donc, quand moi, justement, ces derniers temps, j'ai pas mal fait des recherches là-dessus, et puis j'en avais bien sûr entendu parler, comme tout un chacun, je pense, par le passé, sur cette question de l'autisme. Et le fait est que lorsque moi je lis toutes les descriptions que je vois ou que j'écoute, des témoignages d'autistes ou de personnes qui se disent autistes, en l'occurrence, moi je reconnais beaucoup les caractéristiques que j'ai détaillées dans mon livre étant celles du masculin. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, et je vais essayer de la construire de manière convenable. Après, je m'excuse par avance si c'est un peu chaotique, puisque les informations qu'on trouve sur le sujet le sont de toute façon. Moi, je vais essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais voilà. Et donc, pourquoi est-ce que déjà les informations qu'on trouve sur le sujet sont chaotiques et pourquoi c'est difficile de s'y retrouver? Je vais déjà commencer par ça dans cette vidéo. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement que, et ce sera dit de toute façon dans ce que je vais vous montrer, que les médecins ou je ne sais qui s'occupent de recenser un petit peu ces personnes vont essayer de mettre un peu dans le même panier tout un tas de personnes différentes qui en réalité ont des caractéristiques variables. Voilà. Notamment, il sera dit qu'il faut différencier les autistes avec déficience intellectuelle, avec déficit intellectuel et sans déficit intellectuel. Voilà. Chose qu'auparavant, ils appelaient le Asperger, voilà, le sans déficit intellectuel. Mais en l'occurrence, cela, ça peut paraître peut-être anodin pour certains, le déficit intellectuel, mais c'est quelque chose de fondamental et qui va en fait modifier grandement la manière de percevoir de la personne, et puis son comportement, tout ça, etc., le langage, l'intellect, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour tout un chacun. Voilà. Mais sans parler même de cette différence sur le quotient intellectuel chez les personnes, il va y avoir encore de nombreux autres facteurs qui vont faire varier, si je puis dire, le ressenti de ces personnes, et puis leur manière de se comporter, etc., d'interagir avec les autres, et notamment des éléments qui vont pouvoir être liés à autre chose, puisqu'en fait, comme vous savez, moi je pense que tout est idéologie de toute façon, c'est-à-dire que cette notion d'autisme a été construite à partir de ce que certains ont pu observer dans un certain groupe de personnes, etc., mais fondamentalement, c'est une catégorisation, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait faire d'autres catégorisations, on pourrait même ne pas faire de catégorisation, et moi, c'est vraiment l'idée que je défends ici. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de faire de catégorisation là-dessus, mais bon, voilà. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que dans leur manière de conceptualiser les choses, il y a probablement des éléments, et d'ailleurs ce sera dit aussi, qui proviennent d'autres sources, et c'est ce qu'ils vont appeler les comorbidités, c'est-à-dire que, globalement, ce qu'on va observer chez certaines personnes, n'est pas dû à l'autisme, mais à autre chose, qui fait partie de la personne. D'autres pathologies psychiatriques, par exemple, ou ce genre de choses.
Et au-delà même des pathologies psychiatriques, il y a tout simplement les traits de caractère qui vont pouvoir faire varier. Ce qui fait que de toute façon, j'ai envie de dire, même si un autiste, entre guillemets, eh bien, lisez toutes les descriptions, en fait, il ne va pas se reconnaître partout automatiquement, voilà. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai déjà entendu de la bouche eh bien, de certains autistes, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'il y a autant d'autistes qu'il y a autant d'autisme différent que ce qu'il y a d'autistes. Voilà, en gros, ça pour moi c'est un peu la phrase où ils tirent un petit peu, où ils se tirent eux-mêmes un petit peu une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'en fait c'est comme admettre la faiblesse de leur théorie, quoi. C'est-à-dire que je dis qu'il y a une catégorisation, mais je dis en même temps que tout le monde peut sortir de la catégorisation et qu'en fait il n'y a pas de catégorisation, quoi, globalement. Voilà. Après moi je dis ça, c'est mon avis bien sûr que je partage dans cette vidéo. Vous êtes tout à fait libre de partager votre avis en commentaire, hein. Et d'ailleurs je vous y encourage. Et donc que dire de plus également dans cette introduction de vidéo, c'est que tout simplement je ne suis pas le seul à avoir émis la théorie que les autistes auraient en réalité ce qu'on appelle un cerveau hypermasculin. C'est comme ça que ça a été défini, hein, par un certain psychiatre, je crois, ou je ne sais pas qu'est-ce que c'est, un médecin peut-être. Bref, vous allez voir son nom, hein. Et donc voilà, c'est la théorie qui a été émise du cerveau hypermasculin. Et pourquoi est-ce que ce médecin, ce scientifique, je ne sais quoi, a émis cette hypothèse? Enfin, sur quoi se construit sa théorie? Elle se construit sur le fait que les hommes auraient un cerveau masculin, donc parce qu'il a été formé pendant l'embryogenèse lors de la grossesse, voilà, chez la femme, hein, parce que justement il y a un taux de testostérone plus élevé dans le fœtus, hein, puisque c'est le fœtus lui-même qui va, au bout d'un certain nombre de semaines, commencer à produire lui-même de la testostérone déjà, donc forcément il va y avoir une différenciation masculine, hein, ça j'en avais déjà parlé en plus dans une de mes présentes vidéos, mais il y a également une différenciation masculine au niveau du cerveau, au niveau du de la différenciation cérébrale. Voilà, et donc il va y avoir une différenciation cérébrale, c'est-à-dire un cerveau qui va devenir masculin sous l'influence de la testostérone, hein. Et bien chez les femmes, cette différenciation n'a pas lieu, ou a en tout cas moins lieu, étant donné que il n'y a pas de testostérone, ou il n'est pas censé y en avoir dans les mêmes proportions. Voilà. Donc c'est pour ça, donc il va observer un cerveau masculin chez les hommes, il va faire des études, etc. On va prouver en fait une tendance à la systématisation, c'est comme ça qu'il va appeler ça, c'est-à-dire une tendance en gros à construire des systèmes pour comprendre le monde et voir en gros comment fonctionne ce qu'il observe, voilà. Voir les rouages cachés derrière la réalité, on pourrait dire. Et d'un autre côté, il va dire que les femmes, en général, ont un cerveau donc féminin, et il va caractériser ça par l'empathie, hein, mais moi je vais revenir là-dessus, puisque justement je ne suis pas du tout d'accord sur cette caractérisation. Donc il va dire que c'est caractérisé par l'empathie, en gros par des capacités sociales, ça c'est déjà beaucoup plus juste que le terme empathie, et que donc voilà, ça a été observé chez les femmes dont il a fait les études, etc. Et qu'il observe que, en faisant les mêmes tests chez les autistes qu'il a côtoyés, oui, et donc il a observé des tests allant dans le sens du masculin, quoi, voilà, et même hyper masculin, c'est-à-dire encore plus élevé que juste les hommes en général. Voilà, il a observé également que les femmes avaient un cerveau plus proche de celui des hommes, enfin les femmes autistes, hein, avaient un cerveau plus proche de celui des hommes que celui des femmes. Donc voilà, c'est de là d'où part toute la théorie du cerveau hypermasculin, que moi je trouve pertinente, mais qui a été critiquée à juste raison, hein, justement, puisque je vous dis qu'en fait le problème de cette critique, de cette théorie, c'est qu'en fait en réalité, déjà comme je vous dis, ils essayent de mettre trop de personnes différentes dans le même panier, ce qui fait que forcément il va y avoir des variations importantes dans leur échantillon, si je puis dire, enfin dans leur groupe. Et deuxièmement, le problème, c'est que ils comprennent mal les énergies, ils comprennent mal
les définitions des mots, voilà, hein. Et qu'en réalité, l'empathie, c'est pas quelque chose de féminin, c'est quelque chose de masculin d'après moi, c'est quelque chose que je défends dans mon livre, hein. Et voilà. Bref, je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié de quoi il s'agit, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir en cours de vidéo. Alors je me suis mis là sur le côté, comme ça je vais pouvoir vous montrer donc sur l'écran les différents articles que j'ai lus, hein. Et donc on commence par celui-là, sur donc le site 100 milliards de neurones, et je mettrai de toute façon toutes les sources que j'utilise en description de cette vidéo. Et donc il nous dit: le cerveau autiste est-il hyper masculin? Voilà. Donc ici sur ce site, ils vont nous dire tout d'abord que c'est dans les années 1990 que les recherches de Baron Cohen, donc c'est le monsieur dont je vous ai parlé, qui a construit sa théorie, donc s'orientent fortement vers le syndrome d'Asperger et ce que l'on appelle alors l'autisme de haut niveau, qui correspond respectivement à un syndrome autistique sans retard intellectuel ni retard de langage, et à un syndrome autistique sans retard intellectuel mais avec un retard dans l'acquisition du langage. Bon, voilà pour différencier les deux. Il est selon lui capital d'étudier les symptômes chez ces personnes-là, car le QI est un facteur confondant majeur des études sur les TSA. Il est parfois difficile de faire la part des choses, ce qui relève du syndrome autistique ou du retard intellectuel. Voilà, comme je l'ai dit, des facteurs confondants, des diagnostics différentiels, comme on pourrait dire, ou des comorbidités. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui font les études cherchent à mettre trop de personnes différentes dans le même panier. Voilà. Donc ensuite, là, je ne vais pas tout vous lire, mais globalement, je vous ai un petit peu résumé la chose, c'est-à-dire que lui, il va considérer qu'il y a un axe systématisation, un axe empathie. Donc est-ce que, d'ailleurs, il le dit, je crois, ici, voilà. Il propose de classer le fonctionnement cognitif des individus selon deux caractéristiques indépendantes, l'empathie et la systématisation. Selon lui, l'empathie est caractérisée par deux grandes capacités. D'une part, la faculté d'attribuer des états mentaux aux autres et à soi-même, donc d'avoir une théorie de l'esprit. Donc voilà, c'est appelé théorie de l'esprit. Et d'autre part, d'y répondre de façon cohérente et adaptée, en particulier sur le plan émotionnel, un concept proche de ce que l'on appelle dans le langage courant empathie ou sympathie. Donc là, en fait, c'est pas l'empathie, ce serait plutôt la sympathie. Je serais plus d'accord avec ça, parce que l'empathie, c'est pas ça justement. En fait, comme vous avez compris, là, en fait, il regroupe plusieurs choses dans l'empathie, et c'est ça qui pose problème, puisque, eh bien, en réalité, l'empathie, qu'est-ce que c'est? C'est justement, comme ils le disent, la capacité, eh bien, de comprendre les émotions des autres, de se mettre à leur place, etc. Ça, c'est l'empathie, et c'est d'ailleurs permis par ce qu'on appelle les neurones miroirs dans le cerveau, c'est-à-dire la capacité à, eh bien, comprendre, ressentir ce que l'autre vit dans la situation qu'il traverse actuellement. Voilà, donc en fait, c'est, comme je le dis, c'est presque une capacité intellectuelle. C'est vraiment une capacité intellectuelle en réalité, l'empathie. C'est pour ça que moi, je relie ça au masculin, voilà, puisque tout ce qui est intellectuel, eh bien, pour moi, c'est masculin. Et donc, eh bien, après, ils vont mettre la capacité à y répondre de manière convenable, c'est-à-dire de manière acceptable par la société. Eh bien, ils vont mettre ça en fait dans le même panier, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, si les autistes ont de la difficulté sur cette, ce qu'on peut appeler les autistes ont des difficultés sur cette deuxième partie, eh bien, forcément, ils vont être, on va croire ou on va observer qu'ils ont des difficultés là-dessus. Voilà. Ce qui n'est pas le cas bien, chez les femmes de manière générale, ou de ce qu'on peut appeler chez le féminin. C'est-à-dire cette capacité à s'adapter aux autres et surtout à réagir de manière instinctive, c'est-à-dire de manière acceptable socialement déjà, beaucoup plus relié à ce qu'on peut appeler l'instinct animal. Oui, parce que aussi une chose que moi je lis beaucoup dans ces textes et qui confondent beaucoup, c'est la différence entre l'instinct et entre l'intuition. Voilà. L'intuition qui est une capacité intellectuelle, qui a une capacité à comprendre quelque chose de manière rapide, mais pas forcément de manière très claire. Voilà, on ne comprend pas comment est-ce qu'on est arrivé à cette conclusion, mais on y est arrivé de manière rapide et de manière presque instantanée, quoi. On comprend un truc, mais voilà, il faut encore qu'on
qu'on penche sur la question, et le caractère instinctif, c'est-à-dire quelque chose qui est inné, quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose qui va de soi. Voilà, c'est ça l'instinct, quoi. C'est aussi l'instinct de survie, c'est plein de choses comme ça. Mais l'instinct, c'est quelque chose qui fait référence au cerveau reptilien. C'est quelque chose qui est en fait en rapport avec la survie de l'espèce, véritablement. C'est-à-dire quand on entend, en fait, par exemple, que l'être humain serait un être social, que justement on observe des troubles psychologiques en cas d'isolement, par exemple, en cas de solitude, etc. Et bien là, en réalité, on fait référence à l'instinct de survie, c'est-à-dire que c'est l'instinct de survie qui va se réveiller dans l'individu, qui va lui dire il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Symptômes de stress, tu es seul, c'est pas normal. Voilà, donc ça c'est l'instinct. Voilà. Et très différent avec l'intuition. Donc voilà, ici on voit la systématisation, comme il dit. Donc ensuite, il va mettre une catégorie des autistes ici, donc dans la systématisation avec peu d'empathie selon lui. Donc voilà, globalement, voilà. Donc voilà, il va dire que les femmes se situent ici, les hommes ici, et les autistes ici, c'est-à-dire encore plus hyper masculin que les hommes, c'est pour ça qu'il appelle hyper masculin. Il va dire que les femmes, justement, autistes, se situent plus à ce niveau-là, c'est-à-dire moins hyper masculin que les autistes hommes, mais moins, enfin avec un cerveau qui se rapproche plus du cerveau des hommes normaux, si on peut dire normaux. Et voilà, et je me souviens d'ailleurs ce que je voulais vous dire en introduction et que j'ai oublié, c'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi le problème du diagnostic en fait chez les deux sexes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cherchez des informations sur Internet, vous allez très vite tomber sur beaucoup de femmes autistes, donc soi-disant, qui vont dire que, il y a beaucoup de sous-diagnostics chez les femmes, voilà, parce que préjugés, parce que je sais quoi, et parce que justement, en fait, la principale caractéristique, qui va différer et en fait qui vont dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sous-diagnostics, etc., c'est sur le masking, c'est comme ça qu'ils vont l'appeler, moi j'invente rien, vous pouvez aller chercher, c'est comme ça que c'est dit, voilà, ils vont appeler ça le masking, c'est-à-dire la capacité des femmes autistes donc à camoufler, littéralement, camoufler leur difficulté, voilà, sociale, puisque je rappelle que l'autisme est de base caractérisé par une difficulté de sociabilisation, donc voilà, et donc les femmes seraient capables de camoufler leurs difficultés sociales en s'adaptant aux autres, etc., aux codes sociaux. Et donc voilà, j'ai envie de dire, pour moi, enfin si vous connaissez mon travail et si vous avez suivi un petit peu ce que je fais, pour moi c'est comment dire, j'ai envie de dire, ça saute aux yeux en fait. C'est-à-dire que c'est très clairement une caractéristique féminine, voilà, le camouflage, le masking, etc. Et donc que c'est évident en fait qu'on va retrouver plus ça chez les femmes que chez les hommes, déjà premièrement, et deuxièmement, j'ai envie de dire, pour moi, même, je ne caractériserai pas, si on prend juste la définition de l'autisme en tant que tel, je ne caractériserai pas ces femmes qui se disent autistes comme autistes, puisque je rappelle que, de base, la définition de l'autisme, c'est une difficulté de sociabilisation de la part des personnes qui en souffrent, entre guillemets. Et donc, un point très important sur lequel je voulais revenir, justement, sur cette question de l'hypermasculinité, c'est celui-là, justement, lors de la formation du fœtus. Chose qu'on pourrait appeler la fœtogenèse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, on parle d'embryogenèse. Bref, en tout cas, c'est sur cette partie-là, c'est très bien expliqué, ils disent, en effet, la différenciation sexuelle est précoce au cours de la vie intra-embryonnaire. Très tôt, chez les individus porteurs de chromosomes XY, les testicules se forment et commencent à sécréter la testostérone. Cette dernière a de puissants effets sur l'ensemble de l'organisme en formation, dont le cerveau, même s'il est difficile de les mesurer et que ces données restent débattues. Dans le cadre de la théorie du cerveau hypermasculin, plusieurs études ont montré qu'un taux élevé de testostérone constituait un facteur de risque d'autisme.
Parmi celles-ci, 2 particulièrement marquantes. Une étude suédoise, tout d'abord, a montré que le risque de TSA chez les enfants de mères atteintes d'une pathologie appelée syndrome des ovaires polykystiques était majoré. Cette donnée est intéressante car le syndrome des ovaires polykystiques est caractérisé par un taux anormalement élevé de testostérone chez la mère. On peut donc supposer que le fœtus, durant sa vie intra-utérine, est exposé à des taux élevés de cette hormone. Le risque était d'autant plus majoré en cas d'obésité maternelle qui est associée également donc à une concentration de testostérone encore plus élevée. Donc ça c'était la première étude. La deuxième étude donc, est l'œuvre de l'équipe de Baron Cohen justement qui a pu étudier le devenir de nombreux enfants dont la mère avait dû subir une amniosynthèse pendant la grossesse. Donc amniosynthèse, c'est-à-dire que en fait, voilà, ils disent, consiste en un prélèvement de liquide amniotique pendant la grossesse, à but diagnostique, plus souvent par exemple en cas de doute sur une trisomie 21. Donc l'étude a montré que chez les enfants qui étaient diagnostiqués plusieurs années plus tard avec TSA, le taux de testostérone dans le liquide amniotique était en moyenne plus élevé. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui vont dans le sens pour prouver que c'est dû à un taux de testostérone plus élevé et donc à la formation, une différenciation en fait sexuelle du cerveau plus forte chez les enfants qui sont diagnostiqués plus tard comme autistes. Hein. Bon après je vous lis pas le reste, bien sûr ils vont toujours nuancer, c'est normal. J'en viens rapidement à cet article que je vais juste vous lire un petit passage parce que après ça va être trop long et c'est pas très intéressant forcément. Donc c'est sur un site qui s'appelle Bien-être autiste et c'est sûrement justement tenu par une personne qui se considère comme autiste. Voilà, et donc qui parle également de la théorie du cerveau hypermasculin. Et donc là, nous, on va aller à la fin pour lire justement une chose. Il nous dit le terme empathie, dans le cadre de cette théorie où des mots-clés peuvent en fait cacher des réalités plus nuancées, est parfois remplacé par la notion plus complexe d'aptitude sociale ou d'intelligence sociale. Et dans ce cas, il est vrai de dire que de nombreux autistes, bien que pas tous, ont du mal avec ces concepts. Si l'on s'en tient à la définition plus stricte de l'empathie, voilà, même lui il comprend qu'est-ce que c'est que la définition plus stricte de l'empathie, c'est en revanche erroné. Mais là encore, le mot n'était sans doute pas censé être pris dans son sens premier. Voilà, globalement on est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut dire qu'ils ont des difficultés dans les interactions sociales, voilà, les aptitudes sociales, etc. C'est d'ailleurs ce qui définit, comme je vous le dis, l'autisme, c'est-à-dire que est autiste quelqu'un qui a des difficultés sociales et d'adaptation sociale. Et donc voilà, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose qui est en lien avec l'empathie en tant que telle. Bien, donc maintenant on en arrive à cet article de Wikipédia que j'ai trouvé très intéressant. Mais voilà, encore une fois, il y a beaucoup de choses contradictoires, puisque bien ils essayent de mettre beaucoup de personnes dans le même panier, comme je le dis, et puis il y a ce problème de diagnostic différentiel, et puis ce problème de catégorisation, voilà, enfin il y a beaucoup de problèmes là-dessus, ce qui fait qu'en fait c'est très confus, et il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires quand vous lisez ça. Donc moi je vais juste revenir sur les points que je considère importants, et pour appuyer là-dessus, parce qu'on ne va pas faire non plus une vidéo de 3 heures. Et donc, on va commencer. Tout d'abord, ils disent l'empathie des personnes autistes est un sujet complexe, étudié dans le cadre des recherches sur les troubles du spectre de l'autisme. Et donc, contrairement à une idée erronée, les personnes autistes accèdent, donc ils utilisent ce terme, enfin ce verbe, accèdent à l'empathie. Voilà, c'est d'ailleurs un article sur l'empathie des personnes autistes. Il y a même un article qui s'appelle comme ça, tellement c'est un sujet qui doit être débattu, etc., qui cause beaucoup de, d'incompréhension. Donc ensuite, là je vais passer ça, ils disent les personnes autistes à haut niveau de fonctionnement pourraient expérimenter une détresse personnelle supérieure en présence de quelqu'un qui souffre. Les personnes avec TSA ressentent des émotions et disposent d'un accès au sens moral, contrairement aux personnalités dites psychopathes. Voilà, donc là il va y avoir une différenciation faite déjà entre les psychopathes et les autistes. Et puis deuxièmement, on nous dit qu'ils peuvent même présenter une détresse personnelle supérieure
en présence de quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire une empathie supérieure. Et là, en l'occurrence, on parle des autistes à haut niveau de fonctionnement, c'est-à-dire sans déficit intellectuel, encore une fois, parce que c'est très important de différencier avec déficit intellectuel et sans déficit intellectuel, c'est-à-dire par exemple avec déficit de langage, enfin ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils nous disent leur empathie particulière est cependant à l'origine de nombreux problèmes pour interagir en société. Donc voilà. Donc nombreux problèmes pour interagir en société, difficultés sociales, difficultés de socialisation. Un entraînement aux habiletés sociales permet aux personnes autistes de compenser ces difficultés, parfois au point de les rendre invisibles pour leur entourage à l'âge adulte, mais au prix d'un effort d'attention qui entraîne une fatigue. Bref, après on peut lire les petits textes, c'est marrant. Ma grand-mère est morte hier. Oui, mais je me souviens qu'il n'aime pas sa grand-mère parce qu'elle ne lui donnait pas d'argent de poche. Donc il lui dit « Tu dois te sentir soulagé alors ?» Et puis il le traite de psychopathe. Moi, ça m'a fait sourire. Bref, on continue. Donc on va un petit peu lire ici. On nous dit, dans la définition qu'en fournit le docteur Peter Vermeulen, l'empathie est la capacité à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. C'est véritablement ça. Elle comprend des éléments cognitifs et des éléments affectifs. Les éléments cognitifs sont nécessaires à la compréhension à partir de la perspective d'autrui. L'empathie affective est décrite comme l'expérience d'une émotion liée à la perception d'un élément émotionnel. Simultanément, elle entre en résonance avec celui-ci. 3 prérequis sont nécessaires d'après lui au fonctionnement de l'empathie: reconnaître visuellement l'expression des sentiments d'autrui, comprendre la vision ou le point de vue des autres, empathie cognitive ou théorie de l'esprit, et réagir de manière adaptée aux émotions en éprouvant la même émotion et empathie affective. Donc bon, réagir, ça je suis pas trop d'accord que ça rentre en ligne de compte, mais pour les autres, oui. Et en fait, on comprend bien que ici, c'est très lié en fait avec l'intellect, puisqu'on nous dit reconnaître, déjà. Donc pour reconnaître, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir une bonne perception de ce que l'on observe, et il faut le comprendre. Donc reconnaître, et ils disent comprendre la vision, le point de vue des autres, ça va un petit peu ensemble, d'après moi en réalité. Donc voilà, et en fait, on comprend bien que c'est quelque chose qui est mental, qui est intellectuel ici. Voilà. Ainsi, les chercheurs distinguent plusieurs types d'empathie, Bref, ça, on va passer. Ici, ils disent, de même, dans son ouvrage de l'énigme de l'autisme, la psychologue britannique Uta Frith affirme que la plupart des autistes ont des réactions autonomes d'empathie et savent ne pas se montrer indifférents à la douleur éprouvée par autrui. Les personnes autistes ne bénéficient pas toujours d'une mesure exacte de leur capacité d'empathie lors de tests en laboratoire. Il est fréquent que leur performance en conditions de laboratoire soit supérieure à leur performance en conditions réelles. Ah oui, donc ça c'est important aussi. D'après le psychologue français Jacques Hochman, un autre problème réside dans la diversité des personnes décrites comme autistes. Les troubles du spectre de l'autisme, concernent d'après lui des personnes profondément déficitaires sur le plan des capacités intellectuelles et d'autres supérieurement intelligentes. La plupart des travaux de recherche concernant l'empathie ont été menés avec des personnes sans déficit intellectuel associé. Donc voilà, ici on comprend bien qu'en fait, c'est comme s'il y avait 2 catégories dans la même catégorie, en fait. Et c'est très difficile, en fait, de comprendre tout ce qu'on peut lire sur le sujet si on ne comprend pas ça, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 grosses catégories dans la même catégorie. Il y a celles qui ont des déficits intellectuels et celles qui n'ont pas de déficit intellectuel, voire qui sont supérieurement intelligentes. Voilà, là ils disent que le manque d'empathie est notamment décrit chez d'autres personnes qui sont les personnalités narcissiques et psychopathes. Et ici, à mon sens, il s'agit bien de problèmes d'empathie, contrairement à l'autiste qui n'a pas de problème d'empathie à mon sens. Donc il y a un point important aussi à considérer, c'est que, en tant qu'individu, tout un chacun, je pense d'ailleurs, on ne peut comprendre véritablement les choses que vivent les autres, par exemple, que si nous-mêmes on l'a vécu. Voilà. Ça c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'en fait on peut vraiment
eh bien, comprendre véritablement ce que vivent les autres, parce que nous-mêmes, on en a souffert, par exemple, ou ce genre de choses. Et ça, c'est donc quelque chose bien qui va intervenir dans un processus intellectuel, si je puis dire. Après, il va y avoir tous les processus, comme je l'ai dit auparavant, instinctifs, c'est-à-dire bien rattaché à quelque chose qui est inné, quelque chose que l'on ne contrôle pas, quelque chose qui est qui est là d'office. Voilà, quelque chose qui n'a pas eu besoin d'un processus d'intégration, qui n'a pas eu besoin d'un processus de conscientisation, donc il n'a pas eu besoin d'un processus intellectuel, globalement. Et c'est très important en réalité de faire cette distinction entre l'instinct et entre bien l'intuition ou entre l'intellect, la conscience, si je puis dire. Et c'est quelque chose d'ailleurs que l'on remarque aussi dans l'immunité. Si certains connaissent un petit peu savent un petit peu comment fonctionne l'immunité, eh bien on sépare ça en deux groupes. Ici je digresse un peu, mais voilà, vous allez comprendre. On sépare ça en ce qu'on va appeler l'immunité innée et en ce qu'on va appeler l'immunité acquise. Et l'immunité innée, en fait, c'est celle qui est présente d'office, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes exposé à un élément extérieur, à quelque chose qui va vous causer des problèmes, etc. Le corps, il va réagir direct, même si vous n'y avez jamais été exposé. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, c'est pas le corps, c'est le système immunitaire, avec certaines cellules particulières, dont les macrophages, etc. Et ensuite, il va y avoir d'un autre côté l'immunité acquise. Et en fait, cette immunité acquise, elle est acquise. C'est-à-dire qu'en fait, le corps a déjà été exposé une première fois. Donc voilà, il y a eu une reconnaissance des antigènes, etc. Une mémorisation, une création d'anticorps, etc. Et ensuite, c'est par la suite, lorsque la personne est re-exposée à au même pathogène, si on peut dire, au même antigène en réalité, qu'en fait, la réponse immunitaire va être plus rapide, puisque il l'a gardé en mémoire. Et voilà, ça, en fait, c'est très important de comprendre la différence qu'il y a entre ces deux éléments. Et en fait, c'est quelque chose ici qu'on peut lire. Par exemple, on va lire ici, plusieurs spécialistes ont cité des exemples de manifestations d'empathie chez des personnes autistes. Donc là, on nous dit, Peter Vermeulen cite le cas d'une fillette autiste verbale. Donc déjà verbale, c'est-à-dire qu'en fait, ici, on parle d'une personne qui a un retard de parole un retard de langage, voilà, un retard de langage, c'est-à-dire qu'en fait c'est déjà une catégorie particulière, mais bon, comprenez bien, âgée de 12 ans, qui, voyant l'une de ses camarades pleurer, dit à son éducatrice que celle-ci fait un drôle de bruit. Voilà, n'étant visiblement pas en mesure de comprendre la signification des sanglots et des larmes. Il cite également des comportements de compassion manifestés par des personnes autistes, dès lors qu'elles sont en mesure de comprendre ce que ressent l'autre, notamment grâce à leur expérience personnelle. Uta Frith cite une personne autiste apprenant dans la presse qu'une communauté souffre de la faim et qui éprouve de l'empathie parce qu'elle-même a souffert de la faim par le passé. En fait, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer là actuellement, juste précédemment, c'est-à-dire qu'en fait c'est la différence entre l'instinct et entre la conscience, entre ce qui est acquis. Et là, on peut comment dire, on peut supposer ici que le cas de cette fillette autiste verbale, n'a jamais été suffisamment triste ou n'a pas connu beaucoup ce fait, de pleurer abondamment, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Là, on nous dit l'existence de comportements pour consoler ou ennuyer volontairement les autres chez les enfants autistes, parfois dès 2 ans, prouve d'après Vermeulen l'existence précoce d'une forme d'empathie. Placé dans une situation qui demande donc de l'empathie, voir l'exemple de la bande dessinée ici, une personne autiste donnera généralement une réponse peu sociale, basée sur la logique et sur le concret, sans évaluer la gêne potentielle qu'elle peut causer. Par exemple, elle pourra parler de sujets sensibles comme la mort ou se montrer trop honnête et manquer aux règles sociales de politesse dans son discours, en faisant une remarque sur le physique d'une autre personne, les difficultés de d'empathie des personnes autistes semblent se situer dans la détermination de ce qui est acceptable socialement, avec peu d'attention dirigée vers les sentiments, les réactions et le point de vue d'autrui. Cette particularité affecte l'utilisation du langage.
Et donc ici, c'est intéressant puisqu'on nous dit que justement, les personnes autistes, donc soi-disant, donneront généralement une réponse peu sociale et basée sur la logique et sur le concret. Donc voilà, et pour moi ici, quand on lit ça, on est en plein dans le masculin, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment basé sur ce qui paraît logique et concret, et on se préoccupe peu des répercussions que ça peut avoir, etc. On est beaucoup dans cette énergie que j'ai appelée aussi dans mon livre, énergie de rejet et d'humiliation, c'est-à-dire que, on exprime ce que l'on pense, ce que l'on a à l'intérieur de nous, et on se soucie peu des répercussions qu'il peut y avoir chez les autres, et qui peut donc entraîner justement un sentiment de rejet ou un sentiment d'humiliation. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, voilà. Sans évaluer la gêne potentielle, être trop honnête, c'est-à-dire dire trop ce que l'on pense, voilà. Manquer de politesse, c'est-à-dire manquer de tact, globalement, ne pas penser trop aux répercussions que ça peut avoir chez les autres, etc. Enfin, pour moi, on est en plein dedans. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, et je ne sais pas si ce que je dis est suffisamment... si je m'exprime suffisamment bien pour faire comprendre ce que j'ai dans la tête, mais vous pouvez me dire en commentaire si c'est clair pour vous. Mais pour moi, c'est limpide, en fait. Vraiment. Donc là, ils nous disent... Vermeulen en conclut que la plupart des manifestations visibles d'empathie de la part des personnes autistes reposent sur de l'égocentrisme. Il leur faut avoir vécu elles-mêmes la situation émotionnelle de l'autre ou s'être documentées grâce à des livres ou la télévision, mais elles ne peuvent manifester d'empathie spontanément par une personne qui vit une situation émotionnelle qui leur est inconnue. Donc là, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit précédemment. Après, je trouve que le terme d'égocentrisme est pas très adapté, mais bon, voilà, en gros... Le fait d'avoir vécu quelque chose soi-même, c'est nécessaire pour comprendre ce que vivent les autres. C'est dans le processus de conscientisation, quelque chose qui n'est pas forcément instinctif et pas intuitif, comme ce qu'on peut lire des fois, instinctif. Voilà, là ils disent, la plupart des comportements de personnes autistes considérés comme non empathiques et socialement inacceptables, même répétés, ne relèvent jamais ou exceptionnellement d'une volonté d'ennuyer, faire souffrir ou manipuler l'autre, mais plutôt de l'absence d'anticipation de l'impact de ce comportement sur l'autre. Bref, ça on va passer. Donc là, c'est intéressant là, ce qui est dit. On nous dit d'après la philosophe, donc là on est dans le domaine de la philosophie, là on change de contexte. Donc Sarah Arnaud, les personnes autistes sont généralement pourvues de qualités morales. On nous dit ces particularités dans le fonctionnement de l'empathie, ne les empêche en aucun cas de faire partie de la communauté morale. Les personnes autistes peuvent être de rigoureux agents moraux, c'est-à-dire qu'elles présentent une certaine intransigeance et inflexibilité morale. Donc là, je sais pas, pour moi, c'est encore une fois très très clair. Intransigeance, inflexibilité morale, on est beaucoup dans cette énergie justement masculine, cette énergie du contrôle, cette énergie de droiture, de discipline, et puis beaucoup dans cette énergie justement de la moralité. Des agents moraux, c'est quelque chose qui m'a marqué un petit peu quand j'ai lu ça, c'est-à-dire que, comme je le décris dans mon livre, en fait j'ai fait une partie sur la morale et sur l'éthique, et pour moi je précise que pour moi la morale n'est pas forcément en lien avec le masculin, puisque c'est quelque chose qui est en lien avec ce que l'on considère comme bon ou mauvais. Après oui, il peut y avoir un processus de conscientisation de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, justement. C'est-à-dire sur l'impact que cela peut avoir sur la société. Est-ce que ce comportement est bon parce qu'il a des bonnes répercussions, des bonnes conséquences, etc. Et donc oui, dans ce cas-là, oui, ça peut être considéré comme masculin. Mais surtout, c'est quelque chose qui est en lien avec ce que j'ai appelé l'éthique chez la personne, c'est-à-dire quelles sont les règles qu'il s'est imposées à lui-même, quel est son code de conduite qu'il suit de manière rigoureuse. Voilà. Et donc ici, on est en plein dans le masculin. Donc elle ajoute que ces qualités morales reposent sur une
surutilisation de raisonnement cognitif délibéré et basé sur des règles plutôt que sur des processus automatiques. Donc on est encore une fois sur la même chose. Elle cite notamment Temple Grandin qui s'est construite volontairement et avec intérêt une moralité applicable à la vie en société grâce à un système d'application de règles de conduite, donc de l'éthique. Plusieurs personnes autistes montrent un profond sens de la justice et de l'équité, bien que leur sens moral ne soit pas basé sur les informations émotionnelles. Cela explique les règles sociales souvent inflexibles que suivent de nombreuses personnes autistes. Uta Frith cite l'exemple du philanthrope John Howard, réformateur carcéral, rétrospectivement diagnostiqué autiste Asperger, qui, en voyant une fille traitée injustement, s'est porté à son secours et en a été durement châtié. D'après le psychiatre et psychothérapeute britannique Digby Tantam, les personnes autistes sont souvent idéalistes et se préoccupent beaucoup des actes de cruauté commis à l'échelle du monde. Il n'est pas rare qu'elles se mettent à pleurer lorsqu'elles prennent connaissance d'histoires de personnes ou d'animaux maltraités. Cependant, leur tendance à suivre les règles peut les amener à se montrer cruelles pour ne pas avoir à désobéir. Là, il y a beaucoup d'informations. Et là, c'est très intéressant, puisque d'une part, on va nous dire que déjà, elles sont idéalistes. C'est-à-dire qu'en fait, elles recherchent un idéal. Elles cherchent justement à façonner le monde selon un idéal. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ça, c'est quelque chose de très masculin, justement. Cette volonté de maîtriser ce que l'on peut maîtriser. Vouloir avoir quelque chose de meilleur. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ensuite, on nous dit qu'il n'est pas rare qu'elles se mettent à pleurer lorsqu'elles prennent connaissance d'histoires ou de personnes d'animaux maltraités. Donc là, encore une fois, cela prouve bien que c'est une capacité d'empathie en réalité. Et que l'empathie est même potentiellement plus forte chez ces personnes que chez d'autres personnes. On va dire entre guillemets normales, même si moi j'aime pas trop ce terme, on va dire entre guillemets normales. Et donc, on comprend bien ici que ils n'ont pas du tout de problème d'empathie. Au contraire, ils ont une empathie supérieure aux autres. Et donc, on nous dit également qu'ils ont une tendance à suivre les règles. Parce que, justement, ils ont cette discipline à l'intérieur d'eux, et il y a cette hiérarchisation, si je puis dire, dans la société, à laquelle ils se conforment. Quelque chose qu'on peut relier à une certaine forme de loyauté, justement, donc à une non-trahison, une absence de trahison. Donc on va quand même lire la suite. On nous dit « La théorie de l'esprit influence directement la conscience de soi. Selon Uta Frith et Francesca Happé, il est possible que les personnes diagnostiquées avec syndrome d'Asperger aient une conscience d'elles-mêmes différente des personnes non autistes, car faisant appel à l'intelligence et à l'expérience plutôt qu'à l'intuition, nous dit-on. Mais justement ici, ce n'est pas de l'intuition dont il s'agit, mais c'est de l'instinct. » Oui, parce qu'enfin, ça n'a pas de sens. Quand on réfléchit un petit peu à la phrase n'a pas de sens en réalité. Bref, elle se révélerait naturellement plus proche de celle d'un philosophe. Tony Hartwood adhère à cette vision, cite en exemple des autobiographies dont les qualités sont, d'après lui, quasiment philosophiques. Une étude menée par Simon Baron Cohen suggère que les différences d'empathie ont effectivement une influence sur la conscience de soi, les deux domaines étant liés. Ah oui, donc ça c'est très intéressant aussi, donc je vais vous lire un petit peu. En 2012, le chercheur Damien Milton propose l'hypothèse que les difficultés sociales et de communication présentes chez les personnes autistes, lorsqu'elles socialisent avec des personnes non autistes, soient dues à un manque réciproque de compréhension et à des différences bidirectionnelles dans le style de communication, mais pas nécessairement à une déficience inhérente aux personnes autistes qui sont capables de socialiser, de communiquer et de bien s'identifier à la plupart de leurs pairs. Une étude japonaise préliminaire sur 15 personnes autistes avec groupe contrôle, publiée en octobre 2014, suggère que l'empathie entre personnes autistes pourrait être plus importante que l'empathie des personnes autistes envers les personnes neurotypiques. Donc voilà, ici en fait on comprend bien, encore une fois, c'est par rapport à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que on comprend beaucoup mieux ce que vivent les autres si nous-mêmes on le vit. Et donc ça c'est vrai pour tout. C'est-à-dire là on va comparer
l'attitude qu'ont des personnes autistes entre elles et des personnes autistes avec des personnes non autistes, eh bien c'est évident que les personnes autistes entre elles vont mieux se comprendre qu'avec quelqu'un d'autre. Et admettons que on va poser l'hypothèse que l'autisme ça existe, qu'il y a effectivement une différenciation, si je puis dire, cérébrale, mentale, psychologique qui est différente par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'en réalité, ils sont effectivement différents biologiquement, enfin pas biologiquement, mais psychologiquement par rapport aux autres, donc ils ont un fonctionnement propre, si je puis dire, à la norme, parce que c'est un petit peu la thèse qu'ils défendent. Et bien dans ce cas-là, c'est évident qu'on va observer ce genre de choses, c'est-à-dire que forcément, des personnes qui vont se ressembler vont réussir à mieux se comprendre que des personnes qui ne se ressemblent pas. Et cela, c'est quelque chose que l'on peut généraliser à tout dans la société. On n'a même pas besoin de créer ce genre de catégorie d'autistes ou de pas autistes. C'est-à-dire que des personnes, par exemple, qui ont une passion commune, vont réussir à communiquer à propos de cette passion commune, vont réussir à se comprendre mutuellement, alors que vous prenez une personne qui ne partage pas votre passion, etc., celle-là, elle ne va pas être enjouée, ne va pas être emportée comme vous lorsque l'on va parler de ce sujet en particulier. Voilà. Bref, là on va passer. Donc là dans la partie histoire, on va revenir un petit peu là-dessus. On nous dit en 1992, une étude porte sur 18 enfants autistes sans déficience intellectuelle comparé à un groupe d'enfants non autistes. Des questions sont posées sur le ressenti des émotions par l'enfant, l'interprétation de l'émotion de l'autre et les raisons du ressenti. Les enfants autistes obtiennent de moins bons résultats aux 3 types de questions. De plus, ils présentent une expression de concentration sur le visage et prennent davantage de temps que les non-autistes pour répondre à ces questions. Ces observations tendent à démontrer que la réponse leur demande un temps d'analyse ou de calcul. Le groupe de chercheurs compare également les performances des enfants autistes à ce test avec leur QI. Et les enfants de QI plus élevé donnent en moyenne de meilleures réponses que ceux de QI plus bas, et que cette différence n'existe pas chez les personnes non autistes, chez lesquelles le degré d'empathie n'est pas en relation avec le QI. Donc là, très intéressant, encore une fois, pourquoi est-ce que donc cette différence n'est pas en relation avec le QI chez les personnes non autistes, nous dit-on, le degré d'empathie? Tout simplement parce que c'est quelque chose qui est instinctif, et pas intuitif, qui est quelque chose qui est instinctif. Et pourquoi est-ce que chez les autistes, on observerait cette différence? Pourquoi est-ce que cela demande plus de temps pour répondre, une expression de concentration sur le visage, etc. Tout simplement parce que c'est quelque chose qui demande un processus de conscientisation, quelque chose qui demande une mentalisation, une intellectualisation du processus. Et donc ce n'est pas quelque chose qui est instinctif. Et donc qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? La chercheuse britannique Uta Fritz révise en 2004 le cas spécifique de la forme d'autisme nommée syndrome d'Asperger. On nous dit les données expérimentales suggèrent que les personnes atteintes du syndrome d'Asperger peuvent manquer de théorie intuitive de l'esprit. Mais encore une fois, si vous avez bien compris ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est pas intuitif, c'est instinctif, mais peuvent être en mesure d'acquérir une théorie explicite de l'esprit. Voilà. Le syndrome d'Asperger est alors considéré comme une forme distincte d'autisme. Bref, on passe. Donc là, c'est très intéressant ce qu'on nous dit dans cette partie. Donc, cas de l'autisme sans handicap intellectuel. Donc, je vais la lire avec vous. L'absence de distinction claire entre théorie de l'esprit et empathie peut avoir entraîné une compréhension incomplète des capacités empathiques des personnes autistes, en particulier celles diagnostiquées avec un syndrome d'Asperger. De nombreux rapports sur les déficits empathiques des personnes diagnostiquées avec syndrome d'Asperger sont en fait basés sur la supposition d'une déficience dans la théorie de l'esprit. Vermeulen estime que les personnes avec autisme, principalement les plus intelligentes, ne souffrent pas tellement d'un déficit en théorie de l'esprit, mais bien d'une intuition de l'esprit. Et donc, encore une fois, c'est pas intuition, mais c'est instinct qu'il faut utiliser. Il ajoute qu'au contraire, vu les efforts que les personnes avec autisme fournissent pour comprendre le monde intérieur d'autrui,
On pourrait même dire qu'elles sont les seules à posséder une théorie de l'esprit. Voilà, donc c'est très clair là. Hank M. Sharon s'oppose lui à la théorie d'un déficit permanent en théorie de l'esprit à partir d'études sur des enfants et adolescents dits sans déficience intellectuelle. Les adolescents réalisent des performances supérieures à celles des enfants, probablement grâce à une compensation de leurs difficultés, jusqu'à acquérir des raisonnements mentaux avancés. Il postule que l'expérience et l'apprentissage permettent aux personnes autistes d'acquérir la théorie de l'esprit. Certaines d'entre elles comprennent des états émotionnels qui font appel à des notions avancées, comme le sarcasme et le double bluff. Les recherches suggèrent également que les personnes diagnostiquées avec syndrome d'Asperger peuvent rencontrer des problèmes pour comprendre les perspectives des autres, mais qu'en moyenne, elles démontrent une empathie et une détresse personnelle supérieure à celle des groupes témoins. Donc voilà, ça reprend un petit peu tout ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que elles n'ont pas une empathie inférieure mais supérieure, que cela est bien sûr corrélé avec leur QI, c'est-à-dire leur déficience intellectuelle ou pas. Voilà que c'est quelque chose qui est en lien avec un processus de mentalisation ou de conscientisation qui prend plus de temps, qui n'est pas quelque chose d'instinctif, etc. Enfin, pour moi, cette partie est très claire. Bon bref, on va passer cette partie. Donc là, c'est une partie qui reprend un petit peu la théorie justement de Simon Baron Cohen, qui classe avec empathisation et systématisation. Je ne reviens pas là-dessus. Donc la particularité cérébrale, je ne m'attarde pas là-dessus non plus. Je vais m'attarder un petit peu sur la motivation sociale diminuée. Donc on nous dit la théorie de la motivation sociale diminuée, issue du champ de la psychologie sociale, a récemment fait l'objet d'un grand intérêt. Elle s'oppose aux études qui voient dans l'empathie des autistes un manque ou une absence de théorie de l'esprit, puisqu'elle ne postule pas une empathie dysfonctionnelle, mais une motivation diminuée des personnes autistes pour les situations d'interaction sociale. Ces interactions ne procurent pas d'émotions signifiantes et agréables aux personnes autistes, notamment en cas d'absence de maîtrise du langage, contrairement aux personnes non autistes. Une étude par questionnaire sur 23 adolescents tend à démontrer que plus la forme d'autisme est jugée sévère, plus la motivation sociale est diminuée. Ces études montrent aussi que les personnes autistes se soucient généralement peu de ce que les autres pensent d'elles. Cette théorie explique les différences de performance des personnes autistes lors de mesures de l'empathie en conditions de laboratoire par rapport à ce qui est observé dans leur vie de tous les jours. Et donc cette partie est très intéressante pour comprendre un petit peu l'autisme, chose qui est décrite comme l'autisme, si on peut dire. Mais c'est tout simplement que c'est une question aussi de centre d'intérêt, nous dit-on. C'est-à-dire qu'ils disent que pour les autistes, les interactions sociales ne procurent pas d'émotions signifiantes et agréables, donc en fait ce n'est pas un de leurs centres d'intérêt. Pour eux, ça ne fait pas l'objet d'un grand intérêt. Voilà, c'est exactement ce qu'ils disent, je n'invente rien. Et donc forcément, ils vont mettre moins d'énergie, moins d'intérêt à développer cette compétence, cette aptitude, si ce n'est pas quelque chose qui pour eux a beaucoup d'importance. Voilà, et également le fait qu'ils disent que les personnes autistes se soucient généralement peu de ce que les autres pensent d'elles. Pour moi, ça c'est quelque chose de très significatif dans justement la différenciation que j'ai faite entre le masculin et le féminin, puisque, dans ma théorie, et je montre que pour moi c'est le féminin qui est beaucoup influençable par rapport justement à ce que les autres peuvent penser d'eux, aux injonctions sociales de la société en général, alors que le masculin a beaucoup plus tendance à se fier sur une construction intérieure, quelque chose qu'il pense de lui, quelque chose qu'il a construit personnellement, justement, avec son mental, avec sa conscience. Voilà. Alors que justement, le fait d'être trop influençable par les autres, par l'opinion qu'ils peuvent avoir de nous, par les injonctions sociales, ça c'est quelque chose de très féminin et quelque chose qui n'est pas du tout masculin. Voilà. Pour ceux qui sont trop influençables par les autres, par leur opinion, par l'avis de la société, etc., c'est qu'en fait vous avez trop de féminin
et que comment faire pour arranger la situation? Mais justement, il faut se recentrer sur soi mentalement. Il faut essayer de se définir sur ses propres critères, etc. Donc en gros, il faut développer sa masculinité. Hein. Bon bref, là on va passer. Là on passe. Et on en arrive donc au témoignage de personnes autistes. Est-ce que c'est intéressant? Je lis. Bref, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Ici, on va pas s'attarder pour ne pas allonger encore plus cette vidéo. Voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'au bout. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, et si vous avez trouvé que mes explications étaient suffisamment claires, si vous les avez comprises, tout ça, ça m'intéresse de savoir, hein, bien sûr. Et n'hésitez pas bien sûr à acheter mon livre, hein, si ce n'est pas déjà fait, et que cela vous intéresse, donc comme ça, voilà. Et à partager cette vidéo, à l'aimer, etc. Je vous souhaite sur ce une bonne journée, et je vous dis à une prochaine fois.